Bonsoir tout le monde. Alors comme ça, on a choisi d'aborder 2021 avec le cul. Essayons de rester sérieux pour ce podcast. Essayons de parler de ce sujet pour lequel vous avez voté sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, @dex et le cinéma, comme toutes les semaines. Essayons de parler de sexe sans faire de blagues vaseuses. Et ce que je vous propose, c'est que là, dans les prochaines dizaines de secondes qui suivent, on sorte tous les mots-clés, qui pourraient vous passer par la tête. En plus, je sais que nous sommes à une heure tardive, vous êtes plus que probablement en pyjama, dans votre lit, sous la couette, il fait chaud, c'est douillet, vous vous sentez un petit peu seul, puisque la pandémie a renforcé votre manque de chaleur humaine, y compris en ce qui concerne vos organes génitaux, et au fil de ce podcast, des films que l'on pourrait évoquer, des souvenirs qui peupleraient de votre tête, que ce soit vos propres souvenirs d'expérience ou bien d'expériences filmées et mis en ligne sur des sites qui vous demandent d'avoir plus de 18 ans pour pouvoir y accéder, alors qu'on le sait tous, vous avez moins de 18 ans et que vous y accédez quand même. Éloignez donc cette main que je ne saurais voir de vos sous-vêtements inférieurs et parlons un tout petit peu de bites, de chattes, de couilles, de cunilingus, de lèvres, d'anus, de bouche, de langue, de sperme, de cyprine, de foutre, de salive, de crachats, de cheveux tirés, de nuques plaquées, de levrettes, de missionnaires, que sais-je encore, de bondage, de facial, de boucaquet, du fait d'avaler, du fait de recracher. Parlons un petit peu de cinéma. Voilà. Alors, cela étant posé, je suis hyper content que vous ayez voté pour ce sujet, parce que comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, la question de la sexualité au cinéma, du sexe au cinéma, puisqu'on va plus précisément ici parler de la question de l'acte sexuel, et non pas de l'identité sexuelle, ça on va garder ça pour un prochain épisode, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et pour une bonne raison, c'est tout simplement que je suis, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, fasciné par les sujets qui font polémique. Je suis fasciné par tous les films, par toutes les œuvres, par toutes les propositions esthétiques qui provoquent une levée de bouclier chez pas mal de spectateurs. Et quel meilleur sujet pour nous interroger sur le cinéma et sur l'effet qu'a le cinéma sur nous que de parler du sexe qui provoque une polémique par jour, je veux dire... entre est-ce que le fait de faire danser des gamines, c'est sexualisant, comme on a pu le voir avec Mignonne, ou encore est-ce que vraiment, par exemple, lorsqu'il y a eu la série Euphoria qui a été diffusée, que j'ai rattrapée il y a très peu de temps, il y a des gens qui se sont mis à tweeter, est-ce qu'on a besoin de voir de façon aussi ostensible les actes sexuels, ou encore, comme à chaque fois, si vous n'avez pas la chance de traîner sur Twitter, ne foutez pas les pieds dans cette poubelle humaine, je vous en prie, il y a des gens qui se plaignent du fait que une scène de sexe, ça ne sert à rien, ça ne sert jamais à rien, et que c'est uniquement putassier, que toute représentation artistique du sexe ne vaut pas mieux que la pornographie. Le cinéma porno, qui est d'ailleurs un sujet vachement intéressant, et je propose qu'on en fasse un épisode de ce podcast, s'interroger sur est-ce que le cinéma porno c'est du cinéma, ce serait vachement intéressant. Mais bref, là, on va parler du cinéma en tant qu'art, et mettre à distance le cinéma pornographique pour cet épisode. Alors on va commencer, comme beaucoup d'épisodes de ce podcast, par une question totalement stupide, mais on verra qu'en fait c'est plutôt compliqué de pouvoir y répondre. Pourquoi est-ce que quelque chose qui est pratiqué par la quasi-totalité des êtres humains de la planète, hormis les asexuels, à qui d'ailleurs j'ai décidé de dédier cet épisode, parce que je pense que quand on est asexuel et qu'on vit dans une société ou dans des sociétés d'ailleurs, qui sont à ce point obsédées par le sexe, ça doit être un petit peu frustrant, un petit peu gavant à la longue d'entendre tout le temps parler d'un sujet, de voir les actions de nos semblables être monopolisées par un sujet qui ne nous intéresse pas. Donc j'ai une petite pensée pour vous et je vous dédie cet épisode, que vous n'allez d'ailleurs certainement pas écouter puisque le sexe n'est pas un sujet qui vous intéresse. Mais enfin bon, passons. Pourquoi est-ce que quelque chose que l'on pratique tous, quelque chose qui fait partie de nos vies, quelque chose qui oui, parfois motive nos rencontres, qui motive nos interactions sociales, parfois. On se souvient de cette anecdote dans The Social Network de David Fincher, où ce qui fait basculer la réussite et la création de Facebook, l'aboutissement du processus créatif derrière Facebook, c'est l'ajout de la case « Est-ce que je suis en couple ? Est-ce que je suis célibataire ? Est-ce que je peux niquer avec toi à la fac ?» Ce qui est une phrase qui est prononcée texto par les personnages. Donc comment est-ce que ça se fait que quelque chose qui soit à ce point englobant et qui monopolise nos vies soit pour autant de personnes un problème à représenter? Quel est le fuck? J'ai envie de vous demander. Évidemment pas un physical fuck, mais un mindfuck en l'occurrence. Parce que en fait, la première réflexion qui m'est venue lorsque j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur cette question du sexe au cinéma,
enfin de la pratique sexuelle au cinéma, c'est qu'en fait, il n'y a rien de plus intime à montrer entre deux personnages que l'acte sexuel. Et même de façon plus générale d'ailleurs, entre humains, je veux dire, qu'y a-t-il de plus intime, de plus premier degré, et de meilleure façon de se connaître, en fait, quelque part, de se connaître vraiment entre deux personnes, qu'en faisant l'amour. C'est très intéressant ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, et je pense que toutes personnes qui ont eu une vie sexuelle ici, qui ont, hein, voilà, même si vous avez 80 ans et que vous m'écoutez depuis une EHPAD, j'espère que vous continuez à avoir une vie sexuelle, on l'aura tous remarqué, les gens se comportent parfois très très différemment au lit par rapport à l'image sociale qu'ils renvoient lorsqu'on interagit avec eux dans un autre contexte. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, ça, à quel point parfois les gens pouvaient devenir une autre personne lorsque vous commenciez à avoir des rapports sexuels avec. À quel point est-ce que le plaisir et l'abandon au plaisir révélaient une phase de nous auquel on n'avait pas accès et auquel aucun individu, en dehors de ce cadre si intime précisément, ne peut avoir accès. C'est ça qui est d'une part intellectuellement très intéressant dans l'acte sexuel en général, mais qui l'est évidemment encore plus au cinéma, parce que l'acte sexuel représenté au cinéma, c'est en fait une composante scénaristique essentielle. Et ça, c'est le premier argument que j'opposerais à ceux qui disent qu'une scène de sexe n'est jamais justifiée scénaristiquement. Une scène de sexe, parce qu'elle est une scène de sexe qui illustre l'abandon au plaisir de deux individus et donc qui révèle leur personnalité véritable, qui passe aussi par l'intimité de l'acte sexuel, c'est une scène scénaristique. C'est une pierre angulaire de la construction des personnages. C'est une pierre angulaire de la construction des personnalités, de la construction des relations entre les personnages. Le sexe permet de mettre ça au jour. Le sexe est une porte d'entrée vers l'intimité des humains, vers l'intimité de l'âme. C'est-à-dire que quand j'emploie cette expression d'intimité, je ne parle pas uniquement de la question de, oui, évidemment, c'est l'entrée vers les zones du corps que l'on cache, mais surtout, c'est une intimité du comportement. Une intimité de c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'excite, c'est comme ça que je prends du plaisir, qui est une dimension fondamentale de l'être humain. La question du désir, la question du plaisir, c'est pas un hasard si autant de philosophes ont réfléchi sur ces sujets, c'est une chose fondamentale. Et ce sont des choses que les scènes de sexe, lorsqu'on les voit à l'écran, nous renvoient. Moi, au contraire, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup dit, je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est quelque chose que je dis beaucoup et avec lequel j'ai aucun problème. J'aime les films qui parlent de sexe. Pour ces raisons-là. Je trouve que les films qui abordent la question de façon frontale et sans, on va dire, fausse pudeur vis-à-vis de la question de la sexualité sont des films extrêmement intéressants de par leur construction, de par la façon qu'ils ont d'agencer des personnages, justement pour ces raisons-là. Parce que filmer l'acte sexuel, filmer la sexualité, c'est toucher à une intimité telle que la caméra ne devrait même pas être là pour la filmer. La première idée qui me vient lorsque j'essaie de me demander mais pourquoi est-ce que les gens ont un tel problème avec la représentation de la sexualité, lorsqu'on filme une scène de sexe, lorsqu'on regarde une scène de sexe, on regarde quelque chose qui, n'ayant pas dû être filmé, nous met dans la position inconfortable du dévoilement de quelque chose que l'on ne souhaite pas dévoiler. Je pense que le problème que nous avons tous en tant que société au pluriel, je mets au pluriel, avec la question de la représentation du sexe, c'est que ça vient nous chercher sur des plates-bandes où les personnes à venir nous chercher sont habituellement peu nombreuses. À moins évidemment que vous soyez partisans, partisanes des orgies et autres clubs échangistes. Cela, je ne porte évidemment aucun jugement là-dessus, mais dans ce cas, ma métaphore marche un petit peu moins bien. On va dire si... Putain, c'est chiant de faire un épisode sur le sexe, je suis obligé de penser aux particularités de chacun, mais voilà, quelque part, vous existez aussi dans cette intimité-là à laquelle je n'ai pas accès. Et le cinéma, en fait, parce qu'il représente ça, parce qu'il met au jour ça, dévoile ces zones d'ombre, parce que ce sont des zones d'ombre. Et même si tout l'éveil, l'essor de la parole sur la liberté sexuelle qui est accolé avec l'émancipation des femmes, avec la revendication des droits des homosexuels, où la question de la sexualité justement est devenue une affaire publique, parce qu'il s'agissait de mener un combat politique, donc les sujets se sont un petit peu plus normalisés, mais malgré ça, malgré le fait qu'il y a du cul partout, à la télé, à la radio, dans les chansons,
dans les films bien sûr, ça n'empêche pas que notre regard de spectateur ne s'est pas normalisé vis-à-vis de ce sujet-là, et que dès que on a accès, en tant que spectateur, en tant que spectatrice, à un truc un peu chaud, à quelque chose qui fait monter notre désir, parce que ça renvoie à nos propres expériences, ça renvoie à nos désirs, ça renvoie à nos fantasmes, on a cette petite gêne qui pointe le bout de son nez. Une gêne qui ne devrait pas exister. Alors, je veux dire, encore une fois, quand on pratique le sexe, voir deux personnes en train de baiser, ça ne devrait pas nous déranger. Et pourtant si, parce que c'est privé. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on a envie de dévoiler, à moins que vous soyez voyeuriste, et que ça vous excite de vous faire regarder par les autres. Encore une fois, pas de jugement, mais du coup, ma métaphore marche beaucoup moins, d'un seul coup. Et d'ailleurs, c'est intéressant que je parle de voyeurisme, parce que qui a-t-il de plus voyeur qu'une caméra filmant l'acte sexuel ? À tel point d'ailleurs que l'on accole à cette caméra qui filme l'acte sexuel des jugements moraux. C'est quelque chose que j'évoquais un petit peu lorsque je disais que je ne voulais pas en parler sur l'épisode sur la vie d'Adèle, où je disais que justement le film avait été attaqué pour ces scènes de sexe. Pourquoi ? Parce qu'on avait porté un jugement sur la caméra de Keshish qui était en train de filmer ces deux femmes, ces deux actrices, mais ces deux personnages féminins, en train d'avoir des rapports homosexuels, et que l'on jugeait que ce n'était pas bien, que ça n'était pas moral de les filmer comme ça, que ça n'était pas moral que ce regard-là, ce regard masculin, en l'occurrence celui de Keshish, se pose de cette façon-là sur ses corps, et que le dévoilement de cette intimité, qu'il était malvenu, quelque part, que justement, parce que le processus de mise en scène ne convenait pas à certains, parce que la personne qui tenait la caméra ne convenait pas à certains pour filmer ce qui était en train d'être filmé, parce que la façon dont était représenté l'acte sexuel dans la vie d'Adèle ne convenait pas à certaines personnes, on a porté un jugement moral sur ça. Et c'est pas étonnant pour tout ce que l'on a dit depuis le début de cet épisode, que ce soit sur ces scènes-là précisément que les gens aient pété un câble. Parce que ce sont des scènes d'une vie absolue. Moi, je suis un grand défenseur des scènes de sexe de la vie d'Adèle pour tout un tas de raisons, mais la plus importante que j'ai envie d'évoquer là ce soir, c'est que ce sont des scènes qui, en ce qui me concerne, sont les plus proches de ce à quoi ressemble la passion amoureuse dans l'acte sexuel que j'ai connu dans ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, et que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec cette personne, eh ben je suis désolé, mais le mix amour, passion, désir, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qui est montré dans la vie d'Adèle. Ça ressemble à ces corps qui s'enchevêtrent, à ces cris, à cette bestialité, à cette sauvagerie, à cette volonté telle de faire partie de l'autre qu'on a l'impression qu'un câlin, que les embrassades, que les baisers, que rien n'est suffisant en fait pour être suffisamment proche de l'autre. Pour moi, ces scènes retranscrivent à la perfection ça. Mais ça me met mal à l'aise de les regarder. Parce que moi, ma sexualité, ou en tout cas la façon dont je vis ma sexualité amoureuse, la sexualité passionnée, ces sentiments-là qui s'agitent en moi, je les reconnais dans ce qui est montré à l'écran. Et comme Keshish ne fait pas dans la demi-mesure, et que lorsqu'il illustre ça, lorsqu'il illustre l'intimité de ces deux femmes, il le fait en gros plan, caméra épaule pour bien instaurer un certain réalisme, et qui va au contact du rapport physique dans toute sa physicalité, dans toute sa bestialité, et j'emploie pas le mot avec une connotation négative. Bestialité, c'est quand le désir nous emporte. Oui, on est un petit peu ridicule de l'extérieur. Enfin, je veux dire, on fait des cris, on gémit. Enfin, je veux dire, c'est pathétique, même à regarder, je pense, de l'extérieur. Et pourtant, nous, on est dans cette explosion-là, et saisir cette explosion-là comme l'a fait Keshish. Alors, peut-être que c'est trop long, peut-être que ça n'a pas suffisamment d'intérêt narratif, j'en sais rien, ça c'était vraiment un autre débat, mais ces scènes de sexe filmées comme des scènes de sexe, filmées comme de vrais rapports sexuels, filmées dans toute l'illustration d'une passion véritable qui s'exprime entre deux individus qui s'aiment et qui sont en train de faire l'amour. En tout cas, voilà, peut-être que je parle que pour moi, encore une fois, mais moi je me reconnais dans ces scènes-là. Et bah ça fait du bien. Ça fait du bien parce que peut-être que le problème en fait de la sexualité, du sexe, de l'acte sexuel au cinéma, c'est qu'on a trop été habitué
à ce que ça ne soit pas représenté. Parce que faut pas trop bousculer les gens. Parce que la plupart des spectateurs, d'ailleurs, n'aiment pas être bousculés par ce qu'ils regardent. N'aiment pas qu'un film aille les chercher sur des terrains trop intimes, sur des choses qu'ils auraient trop peur de projeter sur l'écran. Parce que, ça c'est une idée que j'ai beaucoup défendue tout au long de ces podcasts, qui est que nous, le spectateur, nous participons à 50% parce que nous projetons sur le film à ce qui se trouve sur l'écran. En fait, c'est nous qui nous reconnaissons dans les images qui sont projetées, qui donnons vie au film, en fait, à travers notre passé, nos idées préconçues sur la vie, sur le monde, les émotions qu'on a pu ressentir, nos rêves, nos ambitions, etc. Tout ça participe à construire un film. Et peut-être que notre problème avec la question de la sexualité, c'est qu'on n'a pas envie de partager ça avec le film. Si on part du principe que regarder un film, c'est partager un peu de nous-mêmes avec lui, et que c'est en faisant ça que le film va venir nous toucher à l'intérieur, parce que c'est en s'ouvrant à lui. Et oui, j'emploie des métaphores sexuelles, bien sûr, voilà, nous sommes salaces aujourd'hui, ce soir. Mais c'est en s'ouvrant à un film qu'on peut l'accueillir vraiment, qui peut venir nous chercher vraiment, qui peut atteindre une dimension spirituelle en entrant en résonance avec nous. Et je crois que nombreux sont les spectateurs, de façon générale, en dehors même de la question de la sexualité, à ne pas avoir envie d'être dans un processus d'ouverture face au film, de se dire « Ok, là je vais regarder un film, je vais m'investir totalement dedans. » Et le film peut aller me chercher sur tous les terrains qu'il veut, il peut me montrer tout ce qu'il veut, il peut me faire me questionner sur tout ce qu'il veut, ça me pose pas de problème. Mais on garde quand même cette zone de pudeur, qui est évidemment, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, une zone de pudeur qu'on nous a inculquée. J'aurais aimé, en fait, je vais pas vous mentir, lorsque j'ai préparé cet épisode, faire un podcast entier sur la question de la considération du sexe, la considération du corps, la considération du désir, en fait, dans l'anthropologie des religions. C'est quelque chose de très intéressant de voir à quel point la religion monothéiste, et je parle des 3 religions monothéistes en disant ça, a diabolisé le corps et a diabolisé le désir. Et ça, on peut le remarquer très 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 simplement. Vous prenez la Genèse, donc le premier chapitre de l'Ancien Testament, sur lequel toutes les religions sont d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans la Genèse ? Vous avez Adam et Ève qui sont à poil, ils bouffent le fruit de la connaissance. Quelle est la première chose qu'ils font lorsqu'ils bouffent le fruit de la connaissance ? Ils se couvrent. C'est très intéressant ça. Que symboliquement, l'accès à la connaissance implique le rejet du corps. C'est passionnant. Et il n'est évidemment face à cela. Alors c'est un immense résumé et c'est un tout petit exemple que je viens de citer. J'aurais pu parler de Saint Paul, de comment est-ce que les écrits philosophiques de Saint Paul ont énormément influencé la question de la considération, notamment dans le christianisme, du sexe et la diabolisation du sexe dans l'Église. Mais c'est vraiment pas le sujet là pour le coup. Mais c'est simplement pour dire qu'en fait, dans ce réflexe intime que l'on prend en fait simplement pour un réflexe naturel, de se dire bah oui, j'ai pas envie de voir ça. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de voir ça ? Pourquoi est-ce que voir de la sexualité nous pose à ce point problème ? Eh bien la réponse que j'apporte et dont je suis convaincu, c'est que nous sommes mus par des héritages, nous avons des histoires, nous avons des inconscients collectifs qui macèrent en nous, et qu'en fait, c'est une pression de laquelle on a du mal à s'extirper tellement elle est ancrée. Je dis pas que c'est bien ou mal d'avoir ce rejet, bien sûr. Je suis pas du tout en train de faire de jugement de valeur là. Je suis simplement en train de m'interroger sur comment ça se fait que lorsqu'on voit des scènes de sexe, on est gêné. Que lorsqu'on est au cinéma et qu'on voit des scènes de sexe, on se dit « Ah, c'est bizarre, il y a d'autres gens ». Je trouve que ça en dit tellement sur nous, en tant qu'espèce, en tant que civilisation. Encore une fois, je mets un pluriel à civilisation. Et lorsqu'un cinéaste aborde le sujet de façon frontale, comme Keshish, ou lorsqu'il l'aborde de façon encore plus frontale, où là on n'est plus du tout dans l'expression de la vie, mais dans l'expression d'une névrose, comme le fait de Lars von Trier dans Nymphomaniac, il va dans tout le génie dont il est capable, et il le déploie, ce génie, pour nous livrer une œuvre sans aucun équivalent, et qui, en ce qui me concerne, est l'un des plus grands films que j'ai jamais vu. Je suis un fan absolu de Nymphomaniac,
qui est un film que j'ai toujours défendu et que je défendrai jusqu'à la mort. Et je pense que la principale raison pour laquelle je l'aime, c'est parce que c'est un film d'exploration. C'est une thématique que j'ai beaucoup défendue sur cette chaîne, que j'aimais l'idée que le cinéma s'explore lui-même à travers ses œuvres. Et quelle meilleure façon de s'explorer lui-même qu'en regardant un personnage s'explorer elle-même dans tout ce qu'elle a de plus intime. Je vais dès à présent, et pas pendant très longtemps, parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement complexe, tellement long, qu'on pourrait vraiment faire... On pourrait écrire une thèse entière là-dessus, sur pourquoi est-ce qu'en fait, Lars von Trier, dans Nymphomaniac, a eu besoin du sexe, a eu besoin de la question de cette intimité-là, pour en fait offrir une réflexion sur ce qu'est le cinéma et sur ce qu'est l'image, sur ce que c'est que la narration, et que pour aller la chercher dans son intimité, pour la déconstruire totalement, il avait besoin d'un contexte scénaristique que lui offrait justement la sexualité, où une femme s'explore dans tout ce qu'elle a de plus intime, où elle se construit et se déconstruit dans l'acte sexuel donc, pour pouvoir développer sa thèse, pour pouvoir incarner à l'écran cette idée que l'art ne peut se vivre que dans l'intimité. L'art est intimité en fait. Le fait que Joe multiplie les partenaires sexuels, tout comme Lars von Trier multiplie les méthodes narratives, tout comme Lars von Trier multiplie les moyens de captation, multiplie les formats, multiplie les photographies, multiplie les étalonnages, comment est-ce que ces multiplications-là en fait n'illustrent qu'une seule chose, qui est que la vérité du film, tout comme la vérité de Joe, elle est en fait dans cet abandon total, dans ce récit total qu'elle fait à Seligman dans le film, où elle lui dit la vérité. Et si la vérité de ce que nous sommes, moi c'est ce que je crois, que la vérité de ce que nous sommes en tant qu'être humain se vit dans l'intimité de la sexualité aussi, pas uniquement bien sûr, mais qu'on a besoin d'avoir accès à cette part-là pour vraiment connaître quelqu'un, je pense que le fait de faire un film entier là-dessus, qui se construit et se déconstruit en même temps que ce personnage, ça raconte quelque chose de très fort sur ce que c'est que le cinéma. Et que le cinéma ne se vit que dans l'intimité. Lorsqu'un film nous touche, il nous touche en tant qu'individu. Il ne nous touche pas en tant que groupe social. Il ne nous touche pas en tant qu'ethnie. Il ne nous touche pas en tant que, je sais pas, que groupe sexuel, par exemple hétérosexuel, homosexuel, etc. Lorsqu'un film nous touche, il nous touche en tant qu'individu. Il nous touche parce qu'il renvoie à une histoire, parce qu'on a investi quelque chose dedans. Et il peut arriver qu'on soit le seul spectateur à pleurer, qu'on soit le seul spectateur à rire, qu'on soit le seul à être angoissé par ce qui se passe. Parce que nous sommes des assemblages complexes, parce que l'art nous révèle. Et ça, c'est un processus qui peut être violent, parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à se regarder dans un miroir. Et l'écran de cinéma est un miroir. Il nous renvoie quelque chose. Ne serait-ce que parce qu'on n'adhère pas au film. C'est-à-dire le fait de ne pas adhérer au film veut dire que voilà, nous n'adhérons pas à ce que l'écran reflète, mais ça veut quand même dire qu'il reflète quelque chose. Et se regarder dans une glace, si on est obligé d'en faire une expression, c'est-à-dire voilà, regarde-toi dans une glace avant de parler, c'est que c'est pas quelque chose qui est totalement évident. Parce qu'on se cherche, parce que on a parfois honte de ce qu'on est, qu'on n'est pas sûr de qui on est, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Et se regarder dans une glace vraiment, c'est quelque chose de violent. Et le miroir ultime qu'une œuvre peut nous renvoyer, c'est d'aller nous chercher jusque dans cette zone d'ombre-là, qui est l'expression fondamentale de notre désir. Ces trucs, vous savez, qu'on dit à personne à part à notre moteur de recherche. Lorsqu'on est dérangé par un film, et on peut le voir très facilement lorsqu'on regarde notamment un film en groupe où il y a une scène de sexe, c'est parce qu'on sait que ce qu'on voit à l'écran fait écho à quelque chose en nous, et qu'on se demande si les autres autour de nous voient ce qui est en train de naître, voient l'écho qui est en train de se créer, voient le reflet que nous, on est en train de voir sur l'écran. Voilà pourquoi le sexe est un problème. C'est parce qu'il dit quelque chose de tellement fort sur nous, en train de le regarder, que l'on n'est pas forcément prêt à accepter ce qu'il nous renvoie. Je ne crois pas à cette idée que le sexe dans un film soit un processus racoleur. Si une scène de sexe dans un film n'a pas d'utilité, c'est simplement parce que le film est mal écrit et que, à mon avis, ce sera certainement pas le seul défaut du film. Je crois fondamentalement que on peut explorer des personnages en montrant des scènes de sexe. Je crois que on dit quelque chose du cinéma, de la portée du cinéma,
du rapport qu'a l'œuvre cinématographique avec le spectateur, lorsqu'on filme des scènes de sexe, et je crois qu'il est primordial que tout cela, ensemble, main dans la main, on pète un coup vis-à-vis de ce sujet-là et qu'on se dise que, c'est pas forcément dégueulasse ce qu'il y a dans la glace. C'est pas grave de montrer ça. Il n'y a pas de jugement moral à porter sur celui qui filme, sur celle qui filme. Il y a à se reconnaître ou non dans ce que l'image nous renvoie. Il n'y a pas à avoir honte. À quoi est-ce que ça sert de regarder de l'art si c'est pas pour que l'œuvre crée un écho en nous? Qu'on se sente proche de ce qu'on regarde, qu'on se pose des questions. Ce miroir-là, cette capacité qu'a le cinéma à venir nous interroger dans nos zones d'ombre pour y apporter sa lumière, la lumière du projecteur, mais ça n'a pas de prix. Alors, moi, la seule chose que j'ai à répondre à ceux qui veulent censurer les films où il y a des scènes de sexe parce que s'agit en eux des petites particules fascistes, voilà, de tropisme de censeur, vous voyez un pénis, vous voyez un vagin, vous voyez des choses qu'il ne faut pas montrer parce que vous êtes mu par un héritage qui fait que il faut absolument pas que je m'interroge sur la personne que je suis en regardant une œuvre. Il faudrait surtout pas que je me dise que dis donc, c'est quand même bien le sexe. Il faudrait surtout pas que ça me renvoie à quelque chose de sale, de mal. Moi, la seule chose que je me dis lorsque je vois une scène de sexe, c'est merci film de me montrer vraiment des personnages. Merci film de me raconter une histoire autrement que par la parole. Merci film de savoir que la mise en scène, ce n'est pas uniquement l'espace, mais ce sont aussi les corps. Merci film de ne pas avoir honte de dire que le corps humain est beau. Merci film de me permettre de me reconnaître dans ce qui est montré et d'être donc d'autant plus touché par l'histoire de ces personnages. Merci film de m'aider à me construire en sachant qui je suis ou qui je ne suis pas. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ce que j'aille sur ce terrain-là en parlant de la question du sexe. Mais moi, c'est vraiment ça que ça m'inspire. Je crois qu'il y a de la philosophie partout. Je crois qu'il y a des réflexions partout, en fait. Et qu'il faut simplement qu'on se pose pour réfléchir sur un sujet et voir qu'en fait, rien n'est jamais simple. Alors, je prétends pas du tout avoir apporté une réponse à quoi que ce soit. Je prétends pas du tout que ce que j'ai dit soit une vérité définitive sur le sujet. La seule chose que j'espère, c'est que ça vous aura pas paru absurde et que si vous n'adhérez pas nécessairement à la réflexion que je porte, au moins ça permettra de nourrir la vôtre de réflexion. Et que ça vous aura convaincu que oui, on peut parler de cinéma, même en parlant de sexe. J'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes maintenant prêt à vous endormir tranquillement. N'hésitez quand même pas à aller faire un tour, que ce soit dans votre boîte à fantasmes ou dans des sites internet dédiés, parce que, écoutez, je préfère que mon public ne soit pas frustré sexuellement. Ça évite d'avoir des rageux sur internet, voilà. Et une vie sexuelle épanouie, ça vous permettra d'être heureux. Et pour ceux qui écoutent ce podcast le matin, écoutez, n'oubliez pas de faire l'amour avant d'aller au travail. Et si vous n'avez pas l'occasion parce que vous êtes célibataire, eh bien dites-vous que ce n'est plus pour longtemps. Salut à tous.